Et coucou les Kimichou, je suis trop contente mais en même temps genre triste de vous retrouver dans cette vidéo parce que on va parler genre de choses qui fâchent, c'est-à-dire que je vais vous parler des livres qui étaient dans ma palle, pas forcément au début de l'année, mais qui ont été dans ma palle dans cette année et qu'en fait j'ai eu très envie de lire et que j'ai pas pu sortir de ma palle pour diverses raisons, que ce soit être prise par le temps, soit des livres qui demandent de la concentration et que j'ai été un petit peu avec une capacité émotionnelle et une capacité justement de concentration d'un mollusque, donc ce n'était pas possible. Enfin bref, il y a de multiples raisons qui expliquent que je n'ai pas du coup pu lire ces livres qui me faisaient pourtant très envie et donc je vais vous les dévoiler dans cette vidéo. Par ailleurs, ce concept de vidéo ne vient pas de cette petite tête, je l'ai vu du coup sur la chaîne YouTube de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui l'avait elle-même vu, il me semble, sur la chaîne du coup de Manon de Vibration littéraire. Donc on se donne le flambeau et je vous présente sans plus tarder ces 10 titres. Le premier d'entre eux, j'avoue, je suis déçue, enfin je suis déçue pour tous de toute façon, je vais pas commencer à vous dire ça, mais vous allez être déçus aussi, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen aux éditions Brajlon. C'est un des titres de romantasy qui a fait le plus parler de lui, je pense qu'on peut le dire clairement, en 2023, et il y a déjà le tome 2 qui est sorti, alors je le possède pas, voilà, les choses sont dites. Je me suis dit, ça va te motiver à le lire du coup et à acheter par conséquent le second tome parce que tu me lasses page et puis c'est un bel objet et puis les retours sont tellement bien, tu vas aimer ma grande, je pense que je vais aimer sincèrement. Il n'empêche que j'ai pas pu lui donner ce temps et pourtant en vrai je suis pas certaine qu'il nécessite une très grande concentration, enfin je dis pas du tout qu'il faut qu'il soit survolé, mais par rapport à d'autres que je vais vous présenter, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le fait est qu'on est sur une romantasy enemies to lovers où la jeune femme d'un roi va donc devoir aller épouser le roi voisin qui est donc le roi ennemi et elle va découvrir un petit peu plus du conflit entre ces deux royaumes parce qu'elle n'a que la version de son papa, mais est-elle vraiment la bonne? Plus se compose d'un truc politique de cour et compagnie, vous avez compris la chanson, tout ce qu'il faut pour que je kiffe en plus. Alors celui-ci, j'entends d'ici les bouh Kimi, tu crains du boudin. Oui, j'en ai conscience, d'accord, ça va arriver. La suite d'Akota. Voilà, j'ai toujours pas lu le deuxième tome qui est donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas au sein de la maison d'édition. Donc là c'est la Martinière jeunesse encore dessus, mais maintenant c'est la Martinière fiction. Alors pourtant ça va être vraiment lu de manière éminente parce qu'en plus ça a été validé dans les... Alors c'était pas les points de chaîne, c'est dans les objectifs d'abonnement sur ma chaîne Twitch. Vous avez atteint en fait un quota d'abonnement et du coup de mon côté je dois lire ce second tome. Voilà. Et en fait j'aimerais bien vous en faire un vlog, quitte à vous faire un vlog peut-être même sur toute la saga à voir, hein, parce qu'il fait quand même, je viens de voir 680 pages, 700 pages, ok. Donc j'en ai pour plus d'une semaine de lecture si j'ai le rythme que j'ai actuellement, hein, autant vous dire que ça prend un petit peu de temps. Mais j'aimerais bien continuer parce que déjà je me fais taper de tous les côtés en mode non mais Kimi t'as pas lu Gresham City, non mais tu fous quoi? Bah Gresham City on m'a dit que pour pouvoir s'y rendre et notamment dans le tome 2 il faut être à jour ou avoir lu jusqu'au tome 4 je crois de la saga Kotar. Par conséquent je vais pas faire de bêtises, hein, je vais pas m'embourber dans la précipitation de vouloir lire un roman et me faire spoiler, c'est pas le but. Donc il faut que je lise ce second tome et ma foi je ne vous demanderai pas de me motiver parce que je le suis déjà, hein, il faut juste que je prenne le temps ainsi que mes ovaires en main pour le sortir tout simplement. Je vais pas vous faire l'affront de vous le résumer, hein, quand même, je pense que comme tout le monde le connaît et auquel cas, alors vous êtes un ovni mais bienvenue, vous avez du coup en barre d'informations tous les liens des romans si jamais vous souhaitez checker cela. Dans la catégorie c'est super complexe et il me faut de la concentration et c'était clairement pas possible, je vous cite donc Legendborn, le second tome de Tracy Deonn aux éditions J'ai lu. Je l'ai attendu comme le messie parce que en plus la parution a été repoussée, en l'occurrence c'est aussi une très belle briquette de presque 700 pages, voilà. J'avais lu le tome 1 en lecture commune avec mon ami Soli de Livrement Addict et en fait on avait adoré, c'est genre un coup de cœur, c'est genre un banger. Et en fait on voulait continuer ensemble et ça n'a pas pu être fait justement par rapport au fait que ça a été décalé et après avec nos vies respectives c'était un petit peu compliqué. On est sur une histoire qui se déroule à notre époque avec de la représentation, on va également parler d'esclavagisme. Ce qu'il faut savoir c'est que cette histoire tourne autour de la légende du roi Arthur, de Lancelot, des chevaliers de la table ronde et c'est vraiment le cœur de cet univers. Mais vous avez du coup des intrigues parallèles qui prennent beaucoup de place comme justement le passé du peuple noir avec l'esclavagisme etc. Vous avez une pratique de la magie qui est assez spécifique dans cet univers, donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'intrigues et également la disparition de ses parents à cette jeune femme qui est, je ne sais plus comment s'appelle, Brit, of course, Brit. C'est pourquoi je vous le recommanderai vraiment chaudement, mais par contre, soyez concentrés et c'est pour ça que j'y suis pas allée. J'espère que cette année, j'aurai un moment un petit peu plus relax pour m'y plonger et peut-être que du coup, je le relirai à l'occasion avec ma petite Soli. Celui-ci de base, il n'aurait pas forcément eu la place dans cette vidéo, par contre, comme il y a quelque chose qui est sorti autour, il a sa place. Vous allez vite comprendre, il s'agit donc du second tome de Shades of Magic, à savoir Shades of Shadows de Village-Fab aux éditions Lumen. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est donc sorti une nouvelle trilogie de Village-Fab chez Lumen cette année,
c'est Thread of Powers, je crois, de mémoire, ne me jugez pas si c'est pas ça s'il vous plaît. Mais en fait c'est quelque chose qui spoil l'univers de Shades of Magic, donc il faut être à jour dans cette saga. Et j'ai lu le tome 1 dans mes tout débuts de lectrice, ça va faire 4 ans j'ai lu le tome 1 et j'ai jamais continué. Je sais pas pourquoi, parce que le tome 1 j'avais adoré cette histoire de magie, cette histoire où justement vous avez plusieurs mondes et dont le point commun entre ces différents mondes c'est justement la ville de Londres, et les mondes sont dépeints par des couleurs en fonction de la prédominance ou non de la magie, qu'elle soit destructrice, qu'elle soit crainte, qu'elle soit vraiment pauvre ou très importante, c'est ce qui diffère en fait entre ces mondes. Et vous avez seulement les magiciens de sang qui peuvent voyager entre eux, et on va suivre Kel, qui est l'un d'eux, qui va se faire voler quelque chose par une jeune femme qui appartient à notre monde, c'est-à-dire un monde dépourvu de magie, mais elle a pas volé le bon type et elle a pas volé le bon objet non plus. Et même si les retours ont été assez dubitatifs de ce que moi j'ai lu, mais j'avais adoré et je sais pas pourquoi j'ai jamais poursuivi. Voilà, donc j'aimerais bien poursuivre pour justement lire cette trilogie de manière vraiment genre carré, c'est fait, et par la suite découvrir la nouvelle trilogie qui est publiée actuellement aux éditions Lumen. Ah celui-là je suis trop dégoûtée, mais tous, mais celui-là j'aurais tellement voulu, vraiment j'aurais tellement voulu, c'était de finir Nevernight de J. Christophe, donc édition de Saxus, collection collector, la première version, parce que maintenant il faut préciser, la première version. Pourquoi? Parce que c'est un univers coup de cœur. Nevernight, j'adore. Voilà, c'est vraiment un de mes petits chouchous, si on peut dire ça, parce que c'est quand même un univers de dark fantasy assez sombre, hein. Mais j'aime tellement et je voulais vraiment finir cette trilogie pour pouvoir me consacrer en 2024 à l'Empire du Vampire, qui est quelque chose qui serait encore plus sombre, qui est rédigé notamment de J. Christophe. Et voilà, je voulais un peu en savoir plus sur les aventures de Mia, la conclusion de celle-ci. Alors en soi j'ai pu lire le tome 2 cette année, mais j'ai pas pu finir la trilogie, et ça c'est bien dommage. Je vous le redis, au cas où vous n'aurez pas compris, dark fantasy, sombre, gros trigger warning, public averti et compagnie, faites attention, protégez-vous, la lecture doit rester un plaisir et ne pas vous faire penser à de mauvaises choses ou vous rappeler certaines choses de votre vie, voilà, tout simplement. Et j'espère bien, pour le coup c'est prévu, le lire cette année. Voilà. On suit d'ailleurs, vous voulez savoir, on suit Mia, qui est donc une jeune femme qui a été malheureusement pas abandonnée mais obligée de vivre dans la rue durant un certain temps parce qu'il y a des personnes qui sont des personnes hautes placées qui s'en ont pris à sa famille, et elle est en toute logique ou presque la seule survivante. Elle va être recueillie par un certain monsieur qui va lui apprendre l'art du combat, l'art de la guerre, l'art du meurtre pour qu'elle puisse atteindre son objectif qui est donc de venger sa famille et par conséquent d'intégrer une certaine école pour devenir une certaine assassineuse en vue justement d'être le plus proche possible de cette personne et ainsi finalement rendre justice elle-même. Alors ça c'est vraiment le résumé du tome 1, le côté académique, école, etc. Le tome 2 c'est une toute autre dynamique qui était incroyable. Du coup j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, bientôt. Toi et moi bientôt. Alors celui-ci pareil, j'ai pas continué avec vous parce que c'était une ULC dans la mesure où c'est assez dense et je pouvais pas sur le moment. Il s'agit de la suite de la Guilde des Ombres, donc le tome 1 partie 2 de Anatrice au sein de la maison d'édition Plume Blanche, et on fait un gros bisou à Jo. La Guilde des Ombres c'est à nouveau un univers assez sombre pour le coup que nous propose ici Anatrice, autrice qui est d'ailleurs connue pour pas mal de sagas, mais c'est la première fois qu'on la voit dans un univers aussi sombre. Et j'ose espérer pas la dernière parce qu'au vu de ce premier tome partie 1, c'est quand même vachement haletant. L'autrice nous propose d'évoluer avec Panama, une jeune demoiselle, une jeune fille presque adolescente en fait, qui a un don de mort et qui vit un petit peu seule ou qui est recueillie avec d'autres enfants orphelins. Sauf que la Guilde des Ombres va avoir vent de ce fameux don qui est un don très important au sein de leur guilde, qui est une guilde de mercenaires tout simplement, et le fait d'avoir des dons est quelque chose de super comme je vous ai dit important, mais surtout le don de mort, il est très rare et eux-mêmes obéissent en fait à la déesse de la mort, donc ils se disent il y a quand même un lien. C'est pourquoi dans ce premier tome on va suivre Panama faisant ses premiers pas au sein de cette guilde, mais surtout dans son année d'apprentissage, ou ses années, il y en a plusieurs, ses années d'apprentissage avant qu'elle ne passe du coup l'examen, afin de savoir si oui ou non elle aura la possibilité de devenir en fait une lame de cette fameuse guilde, ou si au contraire on lui efface toute la mémoire et bye bye. Le seul point négatif que j'avais eu à émettre à son sujet, mais c'est tout à fait logique, c'est que je le trouvais quand même très introductif, avec un rythme très lent, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas choquant. Il y a 6 tomes au total, sachant que les tomes sont divisés en 2 bouquins. Donc je pense qu'il y aura toujours un bouquin plus dynamique que l'autre. Et encore, je pense que le côté apprentissage, c'est pas la même chose que d'être dans une école, que d'être vraiment
peut-être qu'elle a réussi son examen et peut-être donc lâché en l'occurrence dans le vrai monde, sachant qu'on suit également un protagoniste masculin qu'on voit pas beaucoup dans le premier tome, même si dans la conclusion on comprend qui il est. Je pense qu'il aura sa place et celle-ci devra être sûrement très importante dans la suite de cette saga. N'hésitez pas à me dire si vous êtes enjoint à ce que je poursuive du coup cette lecture avec vous sur Discord puisqu'elle a débuté de cette manière. J'aurais trop aimé lire ce livre à l'automne, franchement ça aurait été un gros kiff, je l'ai mis dans la palle et voilà, on s'arrête là. C'est donc un livre de Leigh Bardugo, à savoir la 9e maison au sein de la maison d'édition justement de Saxius, et me connaissant, c'est forcément toc toc. On est sur un univers dit de Dark Academia, c'est-à-dire qu'on a ce côté académique mais avec beaucoup de noirceur, avec des meurtres, de la manipulation, etc. Alex Stern est une jeune femme qui vient d'avoir du coup un accident de voiture, je crois qu'elle a perdu ses parents dans celui-ci, et en fait on va lui proposer d'intégrer l'imminente université de Yale. Donc pour elle c'est vraiment un honneur, sachant qu'on lui souhaite en fait d'intégrer la 9e maison. Cette maison est là pour justement veiller sur les autres fraternités et sororités dans la mesure où celles-ci vont soit, c'est vrai finalement, pouvoir produire les politiciens et les personnes vraiment très importantes de demain, mais surtout elles transgressent les règles et il est fort possible qu'elles utilisent aussi un petit peu de magie obscure. Et si elle a été choisie, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'elle est capable de voir les fantômes. J'ai vu des retours vraiment super chouettes sur ce premier tome, je possède le deuxième dans ma pile à lire, là j'avoue j'ai déjà acheté, c'est déjà rangé et compagnie. Moi du coup le principe ce serait bien qu'il sorte, franchement je suis pas du tout quelqu'un, sauf peut-être pour les trucs vraiment automnal dans le sens où par exemple ça parle de l'automne, c'est un contexte automnal, les romances de Noël, c'est des choses que j'ai du mal à lire en dehors de ces périodes de l'année. Mais les ambiances dites sombres etc, pas de problème hein, même si c'est bien en automne et Halloween, c'est bien toute l'année avec moi. Et là je vais désormais vous parler de sagas à terminer pour le coup, et il y en a donc 3 pour conclure cette vidéo. Il y avait notamment celle de L'envol du phénix, écrit par Niki Pupretto et à retrouver au sein de la maison d'édition Lumen, dont voici le 3e tome. C'est un univers dont j'ai adoré la lecture du premier et dont le 2e a été une épreuve. Vraiment ça a été compliqué, c'était d'une lenteur, on aurait pu tronquer le roman en 2 carrément. J'ai pas du tout compris en fait pourquoi ça s'est déroulé ainsi, et c'est ce qui fait que j'ai un petit peu appréhendé en fait de lire ce 3e livre, bien que j'avais très envie, parce que l'univers me plaît, parce que les phénix, je le dis haut et fort et toujours, hein, ce sont des créatures sous-cotées. J'aime profondément les dragons, ne vous y trompez pas, mais les phénix, bon sang, ils sont jamais là, ils sont tellement badass, tellement... Enfin, la résurrection, le feu, leur beauté, leur... Oh, bref, pourquoi il n'y a jamais de phénix? Bref, du coup je m'étais très intéressée à cette série par les phénix et bah je n'ai toujours pas poursuivi cette trilogie, tristesse. Dans cet univers on suit donc deux frangines dont le royaume a terminé et gagné la guerre contre justement les dresseurs de phénix. Il y a donc une extinction générale de ceux-ci. Et les deux sœurs essayent tant bien que mal de survivre à tout cela jusqu'à ce qu'à un moment donné elles vont trouver un œuf de phénix et que cet œuf va éclore. Sauf que le dit phénix en fait n'a qu'une maîtresse, il ne choisit que l'une des deux. Donc je peux pas vous dire ce qui va se passer, je peux simplement vous dire que on va suivre en fait les deux sœurs dans cette aventure parce qu'elles vont prendre du coup 2 chemins différents, mais on va avoir aussi le point de vue de d'autres personnages comme un soldat de cette fameuse armée gagnante qui en fait est là par obligation alors qu'il ne soutient absolument pas la cause de son royaume, parce que c'est un peu un traquenard là-dessus. Vous avez également un autre protagoniste que l'on suit qui fait partie de la rébellion, mais je ne vous en dirai donc pas plus. Et comme je vous l'ai dit, le premier super, le deuxième beaucoup trop long, j'ai pas compris, donc j'espère que le 3e ça conclura divinement bien cette histoire, s'il vous plaît. Alors celui-là j'ai genre 0 excuse, parce que j'avais la photo Instagram de prête, parce qu'il est tout petit, enfin 0 excuse, c'est Mysteries of Fawn Manor, donc la suite, un espèce de petit spin-off dans l'univers de Sorcery of Fawns de Margaret Rogerson au sein de la maison d'édition Brajlon. Et oui, c'est le collector, mais il est sorti qu'en collector de toute façon celui-ci. Je ne vous en dirai pas plus si jamais vous n'avez pas lu Sorcery of Fawns, mais pour le coup on va toujours suivre, c'est Elisabeth je crois et Nathanaël, exactement, Nathaniel, pas Nathanaël, Nathaniel et le démon Silas, parce que Silas c'est mon chouchou, genre il est hyper charismatique le monsieur, on est bien d'accord, mais alors le démon... J'avais lu Sorcery of Fawns à l'époque de sa sortie, vraiment dans les tout premiers, et j'avais eu un énorme coup de cœur. Donc quand j'ai su qu'il y avait ce spin-off, bah, j'étais trop contente, à tel point que je me suis vraiment empressée de dire à la ME, et en étant partenaire, oh, je peux l'avoir et tout, je vous l'ai fait gagner sur Insta cette année notamment en plus, c'est 2 notamment, on va se calmer. Le fait est que je l'ai toujours pas lu. Et je m'en veux parce que, bah pour toutes les raisons que je vous ai données, on va pas les reciter. Et le dernier livre que j'aurais aimé vraiment lire, boucler la trilogie, d'un genre que je ne lis que très peu, d'un univers que j'ai adoré, où les personnages ils sont incroyables, c'est
Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman au sein de la maison d'édition Casterman. Parce que oui, en effet, j'ai toujours pas fini du coup cette saga de science-fiction. Je lis très peu de science-fiction. À vrai dire, j'ai lu que Aurora Squad en l'occurrence, les 2 premiers. Mais cet univers, il est fou, et en plus de ça les personnages mais c'est des bonbons, ils sont tous tellement différents, vraiment c'est comme la team des gens, moi je préfère le dragibus noir, le dragibus bleu, ils sont tous différents comme ça, ils sont dans le même paquet, dans le même bazar, mais ils brillent d'une manière différente et leur âme n'est pas la même, leur personnalité les oppose complètement, enfin bref, c'est vraiment une team qui me tient à cœur. Et j'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Le premier tome dépeint l'histoire d'un premier temps, parce qu'en fait après c'est un roman choral de Tyler. On est dans un univers vraiment post-apocalyptique où il s'est passé des choses sur la Terre qui fait que la vie n'est plus possible et nous vivons désormais en fait dans l'espace. Tyler est chef d'escadron, c'est-à-dire que à la suite de tout son apprentissage, il doit choisir son équipage. Donc il faut une personne pour gérer un petit peu tout ce qui est connexions internet et compagnie, pour diriger, piloter l'engin spatial, enfin vraiment il faut une équipe complète. Et premier arrivé, premier servi. Sauf que Tyler en fait juste avant ça il va vouloir s'oxygéner un petit peu l'esprit et il va donc aller se balader et il va tomber sur un vaisseau qui a été vraiment recherché pendant plus de 200 ans je crois, et donc personne ne l'a jamais trouvé. Et en fait en son sein il y avait donc beaucoup de personnes qui partaient de l'humanité, enfin qui partaient de Terre, il y avait des humains dans ce vaisseau. Ils sont tous morts depuis le temps, sauf une personne qui est Aurora, et il va donc ramener Aurora qui est encore cryogénisée pour le coup, et c'est là que tout va changer. Et je vous en dirai pas plus, mais si vous avez d'autres romans de science-fiction comme ça à me conseiller dans le genre de Aurora Squad, je dis oui. Alors j'ai déjà le tome 1 de Illuminae qui est écrit en fait par les mêmes auteurs pour le coup, mais si jamais, balancez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce format. Franchement moi j'ai adoré le regarder sur d'autres chaînes, donc je pense que ça pourrait vous convenir. Et auquel cas n'hésitez pas à le reprendre non plus. Le plus important étant je pense justement de citer Manon de Vibration Littéraire, dans la mesure où il me semble que c'est elle qui est vraiment l'initiatrice en fait de ce concept de vidéo. C'est donc avec une paire de bouboules genre comme ça, parce que je suis dégoûtée de pas les avoir lus, que je vous quitte en vous souhaitant de passer du coup de très belles fêtes de fin d'année si jamais vous ne regardez pas la chaîne d'ici là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez le temps de vous reposer, de faire des choses que vous aimez, de vous goinfrer si le cœur vous en dit. Moi je serai là à votre retour. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Ciao!